C'est la sortie du jour, elle est signée Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, qui nous dit quoi aux Parisiens, ça manque pas de sel, et on veut savoir si c'est vrai ou pas d'ailleurs, parce que souvent il y a beaucoup de sorties qui ne sont pas toujours confirmées par les chiffres qui sont têtus. Il nous dit quoi? Aucun gouvernement de la Ve République n'a jamais autant baissé les impôts pour les Français. Vrai ou pas? Élément de réponse avec Raphaël Legendre. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Journaliste à l'opinion, on en parle aussi parce que d'ici peu, il y a ce projet de loi de finances 2020 qui sera présenté dans… Le 27 septembre. Ça nous fait vendredi 27 septembre. vendredi en 8, comme on dit, l'occasion de voir si les promesses sont tenues ou pas. Puis il y a cette sortie, encore une fois, de Gérald Darmanin qui nous dit, voilà, on n'a jamais autant baissé les impôts. Aucun gouvernement n'en a fait autant pour les Français en matière de baisse d'impôts. Qu'est-ce qu'on voit déjà sur 2020 ? 2020, il y a ce chiffre qu'on entend qui ressort. Sur 2020, ça va être très précisément 9,3 milliards d'euros de baisse d'impôts. C'est principalement deux gros blocs. 5 milliards de baisse d'impôts sur l'impôt sur le revenu. Ouais. Et ça va être très efficace parce que depuis la création du prélèvement à la source, eh bien, vous voyez directement sur le bas de votre fiche de paye le gain de pouvoir d'achat, c'est-à-dire que dès le mois de janvier, les salariés et les fonctionnaires verront au bas de leur fiche de paie le gain de ces 5 milliards. Politiquement, c'est très efficace. Et puis, il y aura là… Oui, parce que 9,3 milliards, moi je sais compter 5 milliards, il manque 4,3 milliards. Il manque encore un Donc, petit il y a peu. une petite tranche de taxe d'habitation. Vous avez aussi un peu plus de 3 milliards de taxes d'habitation. Ça arrivera… Nouvelle tranche. Plutôt une nouvelle tranche, oui, absolument. Ça a commencé en 2018, ça continue en 2019 et 2020 pour 80%. Alors, pas pour tout le monde, attention, pour 80% des contribuables seulement, mais ils ont eu la deuxième tranche cette année et la dernière tranche l'année prochaine. Absolument, pour l'automne 2020. Et puis un petit reliquat aussi, des petits reliquats à droite à gauche, défiscalisation des heures supplémentaires. 800 millions sur notamment les défiscalisations des heures supplémentaires, des petites touches, voilà. Mais les deux gros morceaux, c'est bien l'impôt sur le revenu l'année prochaine et la taxe d'habitation qui continuera à baisser. Ouais, sur 3 ans, quand on regarde un petit peu, donc depuis l'arrivée au pouvoir du président Macron, on a, c'est bien ça, 20 milliards d'euros. C'est 20 milliards d'euros. Pour les particuliers, pour les ménages. 20 milliards d'euros. Pour les ménages et une trentaine de milliards si on ajoute les entreprises. Voilà, donc 20 milliards. Restons sur les particuliers, 20 milliards, avec le gros morceau finalement qui est sur 2019 et sur 2020. C'est 10 milliards chaque année. Les Français ne le sentent pas encore, sauf en 2018 où effectivement le gros de l'effort avait été porté sur les entreprises. Mais pour 2019 et 2020, la crise des Gilets jaunes est passée par là. C'est un effort sensible et massif. Ça fait effectivement très longtemps qu'on n'avait pas vu autant de baisse d'impôts pour les ménages. Ça remonte à la loi TEPA de Nicolas Sarkozy. C'était il y a plus de 10 ans, 2007. Les Français ne le voient pas encore, ne le ressentent pas ou n'y croient pas vraiment. Il n'empêche que ça commence à se traduire dans leur pouvoir d'achat réellement. 10 milliards d'euros par an, c'est pas rien. 20 milliards sur 2 ans. Mais moi, je vous coupe 2 secondes. Non, sur le pouvoir d'achat, simplement, un petit indicateur important qui est passé un peu inaperçu, mais au premier semestre, uniquement sur le premier semestre. C'est-à-dire après les mesures Gilets jaunes, les 17 milliards d'euros de mesures Gilets jaunes. Il n'y a pas eu 17 milliards des Français, pas tout de suite, non, pas uniquement. On a décidé, mais ce sera étalé dans le temps, bien évidemment. Mais le pouvoir d'achat des Français, le revenu disponible brut, a augmenté de 1,5% en 6 mois. Simplement sur les 6 premiers mois de l'année. C'est 2 fois plus que sur l'ensemble de l'année 2018. C'était 0,7 en 2018 et la Banque de France vient de sortir les chiffres pour cette année. Ce sera une augmentation de 2,3% du pouvoir d'achat des Français. Ça fait 12 ans, 2007, effectivement, la loi TEPA, ça fait 12 ans qu'on n'a pas vu une progression aussi forte du pouvoir d'achat. Oui, mais moi, je me dis sur ces 20 milliards d'euros de baisse d'impôts qui sont réels, qui sont tangibles depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, il y a eu des hausses, ça et là. Il y a aussi eu des hausses. On les passe sous silence parce que c'est marginal, mais qu'est-ce qu'on a? La taxe sur le tabac, 500 millions d'euros. On a des petites taxes, ça et là. Quand on fait le net entre ce qui a baissé, les taxes, les impôts indirects, on arrive à combien? Alors, ces chiffres sont nets. Les 9 milliards de baisse d'impôts pour cette année, ils sont nets. Mais effectivement, j'ai retrouvé dans les documents budgétaires, par exemple, en 2018, vous aviez 2,4 milliards de hausse sur la fiscalité des carburants. C'est ce qui a déclenché justement la colère des Gilets jaunes, la hausse de la taxe carbone. Vous avez grosso modo 1 milliard de plus sur le tabac par an. Vous aurez encore 600 millions de hausse sur le tabac l'année prochaine. Il y aura 400 millions
de hausse suite au prélèvement forfaitaire unique, peut-être un effet inverse de la baisse. Bah oui, on a baissé un impôt, il y a plus d'impôts, il y a plus de recettes fiscales liées encore une fois à la flat tax. Il y a des plus. Vous aurez l'année prochaine vous n'allez pas être mécontent quand même, la non transformation du CITE en crédit d'impôt. On va rogner des crédits d'impôt quelques l'année centaines prochaine. d'euros. Ça fera 100 millions d'euros. Oui, mais sur ces 20 millions, 20 milliards qu'on a évoqués, c'est du net. C'est 20 milliards de baisse d'impôts. Les 20 milliards sont des baisses. Quand on dit les impôts des Français sous Macron ont baissé de 20 milliards depuis son arrivée au pouvoir, c'est 20 milliars net. C'est 20 milliards net de toutes les hausses sur le absolument, tabac, parce que etc. les hausses sont quand même bien inférieures aux baisses, bien évidemment. Bon, après sur le quinquennat, le gouvernement nous promet, et Gérald Darmanin l'a redit encore aux Parisiens aujourd'hui, ça sera 27 milliards de baisse sur l'ensemble du quinquennat, sur les particuliers en net. On y sera a priori. Et les 7 qui restent, d'où viennent les 7 milliards qui restent? Eh bien, vous avez la seconde tranche, la deuxième phase de suppression totale de la taxe d'habitation. C'est quand même 2023, le gros morceau du quinquennat. Alors, il y a c'est quoi l'entourloupe là? Un flou sur la taxe d'habitation. Donc, pour 80% des ménages, si on reprend, pour 80% des foyers, la taxe sera supprimée fin 2020. Elle sera supprimée ensuite en 2 fois normalement, donc 2021 et 2022 pour les 20% des ménages les plus aisés. Non, 3 fois, pardon, vous avez raison. Et on paiera jusqu'en 2023. Mais non, parce que le gouvernement, non, c'est en 2022, c'est bien ça, pardon. Il y a eu de la confusion et Gérald Darmanin a donné une interview en début d'année qui a prêté à la confusion. Il a expliqué qu'elle sera complètement supprimée en 2022. Elle sera en réalité complètement supprimée en 2023 parce que les 20% les plus aisés paieront encore en 2022. Mais les 20% des ménages les plus aisés verront bien leur taxe d'habitation supprimée en 2 fois. Une première moitié en 2021, dès 2021, et une seconde moitié en 2022. Donc à la fin 2022, la taxe d'habitation aura bien disparu, même si on l'aura payée en septembre ou octobre 2022. Mais en 2023, effectivement, la taxe d'habitation aura complètement disparu. Ce reliquat de taxe d'habitation pour les 20% des ménages les plus aisés, c'est évalué entre 6 et 7 milliards, effectivement. Bon, donc en gros, il ne fanfaronne pas, le ministre de l'Action et des Comptes Publics. Non, quand il dit, encore une fois, quand on regarde par rapport à ce qui a été fait dans le passé, il y a eu des baisses d'impôts sous Lionel Jospin, il y a eu des baisses d'impôts, la loi TEPA sous Nicolas Sarkozy. La loi TEPA, je crois que c'est une bonne dizaine de milliards d'euros. Une bonne dizaine de milliards d'euros. Donc c'est comme moitié moins pour le coup. Ou alors c'est 2 fois plus que sous la loi TEPA, effectivement. Sauf que là où il fanfaronne un peu, Gérald Darmanin, il aime bien, il a l'habitude, c'est que ces baisses d'impôts arrivent après un coup de massue fiscal énorme sur les ménages lors du précédent quinquennat. Mais c'est pas la faute. On a augmenté de 50 milliards d'euros les impôts des ménages entre 2012 et 2017. Il y a un petit morceau de Nicolas Sarkozy aussi là-dedans. Partir dès 2011, ça avait commencé avec François Fillon dès 2011. Mais partir d'un niveau extrêmement élevé rend les choses plus aisées pour réduire la facture fiscale, si je puis dire. D'autant plus que ce qui est intéressant de voir, c'est qui va payer aussi ces baisses d'impôts. Là, on a 20 milliards d'euros de baisse en 2 ans. Pour les ménages, eh bien, on se rend compte que c'est exactement le montant que va économiser le gouvernement sur la charge de la dette. Grâce à qui? Grâce au marché financier. Comment vous arrivez à 20 milliards sur l'allègement de la charge de la dette? Par rapport aux prévisions de la loi de programmation des finances publiques qui donne à peu près… Parce que pour moi, c'est entre 2 et 4 milliards d'euros par an d'économisés. Ce sera beaucoup plus, ne serait-ce qu'en 2019 et 2020 par rapport à la loi de finances initiale de 2019, c'est déjà 8 milliards d'euros d'économie. Sur les 2 dernières années, on a fait 15 milliards d'euros d'économie par rapport à ce qu'on comptait payer. Donc les baisses d'impôts sont financées par Mario Draghi. Les baisses d'impôts sont financées par Mario Draghi et par les marchés financiers, par les fonds de pension, notamment, qui permettent à la France d'emprunter à des taux négatifs aujourd'hui. Et la décision politique de ce gouvernement, c'est d'avoir pris 100% des économies réalisées sur la charge de la dette pour les mettre sur des baisses d'impôts. Pour clore le sujet, parce qu'in fine, des baisses d'impôts, c'est bien, ça accroît le pouvoir d'achat, mais ça ne se transforme pas mécaniquement en hausse de la consommation. Et l'OFCE a montré que malgré ces hausses de pouvoir d'achat, j'ai plus le chiffre en tête, mais qu'une large partie était thésaurisée et était conservée par les Français. Et la Banque de France ne dit pas autre chose quand elle explique que la consommation grimpe 2 fois moins vite que le pouvoir d'achat des Français. On se dit que c'est quand même désespérant
en termes de politique économique. On a quand même 270 000 créations de postes en France depuis un an. Qu'est-ce qu'on a? Donc, pouvoir d'achat en hausse de 2,3% cette année. Plus forte hausse, vous l'avez dit, hein, depuis 12 ans. Sarkozy en 2007. Et on se dit, les Français, parce qu'ils c'est légitime, peut-être qu'ils sont inquiets, la réforme des retraites, je ne sais pas moi. Qu'est-ce qui fait qu'ils mettent de côté, qu'ils sont précautionneux comme ça? Alors, gardez l'espoir, David, d'abord les choses s'améliorent, ne désespérez pas. L'INSEE notamment a très bien documenté ça. On sait qu'il faut à peu près 7 trimestres, quasiment 2 ans, entre le moment où les Français perçoivent les gains de pouvoir d'achat et le moment où ça se transforme à 100% dans la consommation. Donc on n'y est pas encore tout à fait. Ça va arriver. Donc c'est normal. On a eu des premiers signaux cet été, dès le mois de juillet, quand même d'un rebond de la consommation. Le moral des Français va surtout beaucoup mieux que durant la crise des Gilets jaunes. Cette crise avait plombé sensiblement le moral des Français. Il remonte depuis le grand débat. Les créations d'emplois, effectivement, sont plutôt bonnes. Ça décélère, mais quand même sur en ce début d'année. Et on sait que la confiance des ménages est intimement corrélée au niveau du chômage. La Banque de France hier a indiqué que le chômage passerait probablement sous la barre des 8% en fin de quinquennat. Donc on a un faisceau d'indices macroéconomiques qui laisse penser que la consommation devrait repartir. Ouais, mais il y a une réforme des retraites qui est anxiogène aussi, qui peut pousser à mettre un peu de côté en disant mais j'aurai moins de retraite et donc j'épargne en vue de mes vieux jours. Cette réforme sera mise en place à partir de 2025. Effectivement, elle crée de l'angoisse. Il y a d'autres éléments. Hein. Il y a quand même le contexte macroéconomique mondial. Il y a le Brexit. Il y a eu ces frappes sur l'Arabie Saoudite. Le prix à la pompe qui pourrait monter, même si on voit que ça a finalement peu d'impact au final. Donc, on vit dans un monde de risques, bien évidemment. Quand même, les ménages français, entre une croissance qui résiste, des gains de pouvoir d'achat importants grâce aux hausses de salaire et aux baisses d'impôts, une inflation qui reste basse et qui nourrit leur pouvoir d'achat et un ensemble dynamique sur les créations d'emplois, devraient faire en sorte qu'on ait une consommation qui se tienne quand même plutôt pas mal d'ici la fin d'année. Bon, voilà. Et bien, pour une fois, en tout cas, on confirme que ce qui a été annoncé par le gouvernement est une réalité. C'est un des gouvernements des bonnes nouvelles. Qui a le plus baissé les impôts des particuliers, même si ça vient après un gros coup de matraquage. À la fois François Hollande et un petit bout aussi Nicolas Sarkozy, il faut quand même le préciser. Merci, explication donc. Merci David, Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Merci Raphaël.